Bonjour à toutes et tous pour ce nouveau Midi de l'IREMO avec David Chemla. Le thème, vous le connaissez, gouvernement Bennett, continuité ou rupture, car ça fait presque 7 mois, presque jour pour jour d'ailleurs, que la Knesset a investi le nouveau gouvernement israélien de Naftali Bennett et de Yair Lapid, puisqu'ils vont succéder l'un à l'autre. Il y a Lapid à Bennett en 2023. Je dois dire d'abord que c'est un moment historique à 3 égards. D'abord, c'est le premier gouvernement sans Benjamin Netanyahou comme Premier ministre depuis 2009. Netanyahou a fait un record de 12 ans, 2 mois et 13 jours à la tête du gouvernement israélien. Deuxième élément historique, c'est le premier gouvernement sans ultra-orthodoxe depuis 1984 avec toute petite interruption. Et enfin, troisièmement, c'est un gouvernement qu'on pourrait dire pochette surprise, puisqu'il va des islamistes de Ram jusqu'à l'extrême droite de Yamina, en passant par la gauche sioniste, du Meretz, des travaillistes, et les centristes de Yesh Atid et de Bleu-Blanc. Alors, c'est le thème d'aujourd'hui. Quel est son premier bilan? Je le précise, à la fois, bien sûr, sur les questions palestiniennes, iraniennes, mais aussi en matière sociale et sociétale. Alors, en décembre, j'avais choisi l'expression « pâté d'alouette » comme titre d'un éditorial sur le site de l'IREMO. Mon guide de cuisine dit que pour faire, je le cite, un pâté d'alouette, il faut un cheval et une alouette. Au fond, cette disproportion entre les deux ingrédients caractérise, il me semble, le bilan de l'équipe au pouvoir depuis 7 mois. L'alouette, ce sont de premières réformes sociétales, pas sans importance, comme la GPA accessible aux hommes célibataires et aux couples de même sexe, de premières avancées vers une forme de laïcisation sur la question du mur, de la cacheroute, de la conversion, du mariage et du divorce civil, de la réduction des pouvoirs du grand rabbinat. L'alouette, ce sont aussi des gestes en direction de l'autorité palestinienne, outre les rencontres entre Gantz et Abbas. Il y a de l'aide financière, il y a la régularisation de milliers de Palestiniens et des permis pour des milliers de Cisjordaniens et de Gazaouis, et même une réunification familiale pour certains, la construction de logements pour des Palestiniens en zone C, c'est-à-dire en zone sous contrôle exclusif d'Israël en Cisjordanie, l'élargissement des zones de pêche de Gaza, etc. Et enfin, l'alouette, ce sont des acquis non négligeables pour les Arabes israéliens, dont Mansour Abbas, le chef de Ram, se targue. On parle de plusieurs milliards de shekels d'investissement, on parle de mesures contre la criminalité, on parle de la légalisation de villages bédouins, on parle de la connexion qui vient d'être votée de maisons, même illégales, à l'électricité. Hélas, je dirais, tout le reste me semble tenir du cheval, c'est-à-dire de la continuité plus que de la rupture. Je pense aux violences de l'armée contre les Palestiniens. 2021 aura été une année record depuis 2014, avec, selon B'Tselem, 319 Palestiniens tués, dont 71 mineurs. Ça inclut évidemment les bombardements de Gaza, dont ce gouvernement-là n'était pas directement responsable, même si Gantz y jouait à l'époque un rôle essentiel. De l'autre côté, 9 Israéliens tués par des Palestiniens. Et ça ne risque pas de s'arranger puisque de nouvelles règles de tir élargissent les possibilités pour les soldats de tuer des civils palestiniens. S'ajoutent aussi les violences des colons, officiellement plus de 500 recensés par les autorités, avec, selon Benny Gantz, le ministre de la Défense, une augmentation de 60% l'année dernière, en particulier lors des récoltes d'olives. Toujours dans la catégorie cheval, il y a la relance de la judaïsation des quartiers palestiniens de Jérusalem, comme Sherjara ou Silwan, celle de la colonisation autour de Jérusalem et en Cisjordanie, avec l'annonce ou la mise en appel d'offres de 4500 nouvelles unités de logement, le recours assez systématique à la détention administrative, on en a compté 1595 en 2021, je rappelle que ça signifie détention sans jugement,
un refus sur le fond de Bennett comme de Lapid de négocier sur le long terme, bien sûr, avec les Palestiniens, ils l'ont dit l'un et l'autre clairement. Le refus aussi d'accepter la réouverture du consulat américain à Jérusalem-Est, qui alourdit le contentieux avec Washington. Le Jerusalem Post titrait récemment, je cite, pour Biden et Bennett, la lune de miel est terminée. Et puis, il y a un fossé, surtout, qui se creuse sur la question iranienne. Bennett et Lapid poursuivent les pressions sur Biden, qui, lui, s'efforce de négocier un retour à l'accord de 2015. Israël menace même assez régulièrement de lancer contre Téhéran des opérations militaires, dont pourtant de nombreux responsables de l'armée et des services répètent qu'elles sont impossibles ou très risquées, notamment au vu de l'arsenal considérable du Hezbollah. Voilà autant de points sur lesquels David Chemla est très bien placé pour nous éclairer. Il a été un des fondateurs du mouvement La Paix Maintenant, qu'il a présidé. Il est actuellement secrétaire général européen de JCAL, un appel de juifs pour la paix au Proche-Orient, dont il avait été un des initiateurs en 2010. Et il revient, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, d'Israël, où il a pu parler avec beaucoup de ses amis, j'imagine, là-bas. La règle du jeu, David, tu la connais, 30-35 minutes pour exposer ton analyse, et puis ensuite une cinquantaine de minutes pour en débattre avec moi et avec les participants. Donc, si tu en es d'accord, c'est à toi. Merci et bonjour à tout le monde. Pour continuer sur ton image du pâté d'alouette, que je n'ai jamais goûté d'ailleurs, si sa composition c'est du cheval et de l'alouette, les deux produits, à ma connaissance, ne sont pas cachers. Donc, ça m'étonnerait que ça puisse fonctionner dans la région. Mais enfin bon. Dans mon édito, je précisais qu'il fallait une version cachère, bien sûr. Une version cachère. Bon, un cheval cachère, je ne connais pas. Il a un sabot et en général, les bêtes à sabot, je pense, quelques connaissances me font penser que ce n'est pas possible. Bon, blague à part, je pense qu'effectivement, on va aborder toutes les questions dont tu as parlé, mais je pense qu'il faut, pour comprendre un peu la situation actuelle sur le plan politique, comme le disait Kissinger, en Israël, il n'y a pas de politique extérieure, il n'y a qu'une politique intérieure. Il faut comprendre la situation intérieur du pays, du rapport des forces entre les partis, pour comprendre les marges de manœuvre des uns et des autres et des décisions qui sont prises. Alors, c'est ce que je voudrais d'abord faire et rappeler à nos auditeurs un peu d'où on vient. En 2018, novembre 2018, selon ma mémoire, Netanyahou, qui à l'époque commençait à avoir des gros problèmes sur le plan judiciaire, a décidé de dissoudre la Knesset et appeler à des élections anticipées, espérant avoir là une majorité qui lui donnerait toutes les garanties nécessaires pour obtenir son immunité qu'il recherchait. Vous connaissez la suite. À 3 reprises, il y a eu des élections entre 2019 et 2020, et il n'a pas réussi à aucun moment il n'a pas réussi à constituer une majorité qui lui était favorable. Il a certes constitué au moment de la crise du Covid, quand la situation sanitaire en Israël comme dans le monde entier est devenue critique, à faire un gouvernement avec Gantz de coalition qui lui a permis de gérer le pays pendant les premiers mois durs de la crise. Mais ce gouvernement, lui aussi, n'a pas tenu. Et on est retourné rebelote à des élections en mars, je crois, 2021, si ma mémoire est bonne. Et donc, il faut maintenant examiner les résultats pour comprendre la situation politique dans laquelle nous nous trouvons. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper, de faire un partage d'écran pour vous présenter la Knesset actuelle telle qu'elle l'est aujourd'hui, surtout sur son aile, je dirais, on va dire, les partis de la coalition. Parce que, voilà, vous savez que le système politique israélien est un système proportionnel. Les partis, on vote pour des listes et ensuite, c'est aux dirigeants de ces listes de se mettre d'accord pour pouvoir constituer une coalition. Cette coalition, il y a 120 députés au Parlement. Il faut donc avoir au moins 61 députés pour pouvoir avoir une majorité. Voici donc la constitution de la coalition au pouvoir actuel. Pour comprendre, c'est important de revenir là-dessus pour essayer d'analyser ensuite ce qui se passe. Alors, on va partir de la gauche, là, enfin de mon écran, je me balade avec ma souris, si vous voyez. Il y a d'abord le parti RAM dont tu parlais. Le parti RAM, c'est la liste islamique arabe, la liste arabe, qui, pour la première fois, et j'y reviendrai tout à l'heure précisément,
participent à cette coalition, les 4 députés de RAM. Ensuite, il y a les 6 députés de Meretz, que vous voyez ici en vert. Puis les travaillistes qui ont obtenu 7 postes. Se rajoutent à cela les députés de Bleu-Blanc, la liste dirigée par Gantz, les députés de Yesh Atid, le parti dirigé par Lapid. Voilà. La liste dirigée par Lieberman, on va dire, qui est plutôt de droite, mais bon, sur les problèmes sociétaux, les questions sociétales, il est très libéral et contre les orthodoxes, puis c'est une liste très laïque. Très laïque, hein, oui. Très laïque, c'est ça le point important pour lui, plus que les questions externes, hein, c'est lutter contre, disons, la mainmise des orthodoxes sur la vie du pays, surtout les problèmes surtout liés à la vie civile, hein, mariage, conversion, etc. Ensuite, une petite liste là qui a été créée par un dissident du Likoud, Guidon Sar, qui a été le seul qui a eu le courage, je dirais, pendant les primaires internes au Likoud de s'opposer à Netanyahou. Il n'a pas réussi à le faire, mais il a été toujours conséquent dans ses positions, à savoir de s'opposer à ce que le pays continue à être dirigé par Netanyahou, compte tenu des problèmes judiciaires notamment qui sont les siens, et on y reviendra. Donc, cette liste a obtenu 6 députés. Enfin, le parti, effectivement, sur le plan politique externe et de droite extrême, c'est Yamina, dirigé par Bennett, qui a obtenu 6 députés. Donc, si on fait enfin, il en a obtenu 7, en fait. Mais si on rajoute un de ces députés a fait défaut ensuite, après et n'a pas voté pour cette coalition, donc on arrive à 61 députés. Vous voyez un petit peu la composition de ce gouvernement. Sur ce côté-là, il y a le Likoud, évidemment, il y a une trentaine de députés du Likoud, les partis orthodoxes, Shas et puis Yadut HaTorah, qui sont les 2 partis orthodoxes ou Ashkenaz ou séfarades, et enfin le parti des sionistes d'extrême droite, enfin qui s'appelle, je crois, j'oublie le nom. Parti sioniste religieux. Parti sioniste religieux, voilà. Enfin, sur la gauche, là, ils n'en font pas partie du gouvernement. Il y a 6 députés de la liste arabe unie. Aux élections précédentes, RAM et la liste arabe unie avaient constitué une liste commune. Ce n'a pas été le cas cette fois-ci. Et ces 6 députés ne soutiennent pas le gouvernement, et donc font partie de l'opposition de facto. Voilà. Mais ils votent souvent pour le gouvernement. Non, pas tellement. Quand il y a des questions où ils sont eux-mêmes directement concernés, ils le font. Oui. Enfin bon, voilà un petit peu la situation objectivement. Maintenant, je vais départager mon écran. Hop, et je vais reprendre donc le cours de l'exposition. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que à l'issue de ce gouvernement, à l'issue de ces élections, d'abord Netanyahou, bien qu'il avait sur le papier 72 députés des partis de droite, hein, que ce soit ceux qui ont participé à la coalition ou ceux qui n'en font pas partie, ces 72 députés n'étaient pas d'accord pour le soutenir. Il n'y avait que de mémoire 52 ou 53 députés qui le soutenaient pour qu'il puisse être, lui, Premier ministre. Donc, il était incapable, encore une fois, de constituer un gouvernement. Et cette coalition a été constituée justement par ces 8 partis sur un certain nombre de principes et que je vais essayer d'exposer pour comprendre un petit peu la politique qui a été mise en place. Premier principe, et c'est ça, c'est le dénominateur commun qui les réunit, c'est mettre fin à la situation de blocage politique dans laquelle le pays était depuis 2 ans. Ça faisait 2 ans, et en plus les circonstances en Israël comme dans le monde étaient d'autant plus difficiles compte tenu de la crise sanitaire. Le pays était bloqué sur le plan de la démocratique interne, bloqué sur le plan de la gestion du pays. Il n'y avait pas de budget qui était voté, le budget était reconduit depuis 2018. Ça veut dire quoi un budget reconduit? Ça veut dire qu'en 2018, tout gouvernement établit un budget en fonction de la situation quand il entre au pouvoir. En 2018, la situation n'était plus du tout la même à celle qui était en 2020 ou 2021 avec la crise sanitaire. Donc, le gouvernement était face à des problèmes pour lesquels il n'y avait aucun budget prévu parce que le budget n'était pas voté, il n'était que reconduit d'une année sur l'autre. Voilà, un des exemples de blocage, et il y en a d'autres. Deuxième problème, il y avait une crise démocratique profonde. Depuis la mise en cause de Netanyahou sur 4 dossiers sur lesquels il est inculpé, de fraude, d'abus de confiance, de corruption, etc. Sur ces 4 dossiers, il y a donc des procédures en cours sur le plan judiciaire, elles continuent, le procès est en cours, mais surtout, il y a eu
une mobilisation de la population dans le pays contre lui, qui était, je dirais, d'une dimension, d'une continuité assez incroyable. Ça a été, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les week-ends, tous les samedis, il y avait des manifestations à Balfour. Balfour, c'est le nom de la résidence, la rue où où se trouvent les appartements du Premier ministre à Jérusalem. Il y a des manifestations dans tout le pays, au carrefour des autoroutes, sur les routes. En Israël, vous savez, les grandes manifs, on n'est pas comme à Paris entre République et Bastille quand on fait des manifs, c'est ça le parcours. En Israël, les manifs, il y a certes la place Rabin à Tel Aviv, la grande place dans lequel on peut se réunir. Et encore en ce moment, il y a des travaux, je crois que c'est un peu problématique. Mais surtout, les manifs sont disséminés un peu partout dans le pays, sur les autoroutes, sur les ponts d'autoroute. Et ça, c'était une présence continue de dizaines de milliers de personnes, samedi après samedi et semaine après semaine, qui étaient là. Et ça, c'était une crise sans précédent dans le pays, surtout la durée de cette. Il y a eu des manifs en Israël, souvent dans l'histoire du pays, mais là, c'était la durée, pendant plus d'1 an, de ces manifestations. Deuxième point, il essaie de comprendre pourquoi ces 8 partis, des Ram, les islamistes jusqu'au Meretz, se sont réunis. En fait, il y avait des intérêts convergents, j'en ai parlé, il y a aussi des intérêts personnels. Alors, on va prendre Ram d'abord, commençons par les islamistes. Eux, ils voulaient un peu défendre et mettre en avant les revendications des populations arabes. Les populations arabes israéliennes, et tous les sondages le montrent, et leur mobilisation électorale, bien qu'elle était un peu plus faible aux dernières élections par rapport aux élections précédentes, était quand même importante et voulaient manifester surtout leur demande qu'on s'occupe d'eux. La société arabe israélienne est une société où il y a certes des inégalités comme partout dans le pays, mais surtout, il y avait une très forte insécurité. Il y a, depuis toute l'année 2021, il y a eu 125 assassinats au sein de la population arabe, entre eux. Des tirs perdus, des règlements de compte entre familles, des histoires de mafieux. Mafia, oui. Voilà, c'est une insécurité totale dans des quartiers dans lesquels la police ne rentrait pas et ne rentrait plus. Et ça, la population arabe israélienne voulait vraiment qu'on s'occupe de ces problèmes-là. Autre problème, développer les infrastructures du pays. Alors, Dominique a évoqué dans sa présentation les décisions qui ont déjà été prises, je vais y revenir tout à l'heure, mais ça, c'était une forte demande. En ce qui concerne les partis de gauche, Meretz et travaillistes, il faut voir que depuis 20 ans, ils n'ont pas été au pouvoir. Et bon, on a toujours... Il y a eu toutes sortes de tentatives, des fois ils ont été ensemble aux élections, des fois séparément, il y a des nuances entre le Parti travailliste et le Meretz, bon, ce n'est pas l'objectif là d'en parler, mais malgré tout, excusez-moi, j'ai un reliquat de Covid qui m'impose parfois de tousser, je vais essayer de me contrôler. Par contre, c'était la volonté de revenir au pouvoir et d'essayer, je crois, pour un parti, redevenir un parti de gouvernement. Ça, c'est très important. Un parti politique, quel qu'il soit, il faut qu'il redevienne un parti de gouvernement pour gagner une crédibilité auprès de ses électorats. Ensuite, il y a les 2 partis centristes, Yesh Atid et Bleu-Blanc, qui sont un petit peu concurrents sur plus ou moins la même tranche de l'électorat, mais qui avaient voulu, quand ils étaient ensemble aux élections précédentes, être une alternative au Likoud, et ils ont failli gagner. Je crois que c'est au 2e tour ou au 3e tour, au 2e tour, je crois, ils avaient une majorité pour pouvoir constituer non, au 3e tour, de gagner une majorité. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais ils voulaient redevenir le parti central du pays, qui quelque part, prendre la place qu'avait historiquement le Parti travailliste, hein, mais pour pouvoir imposer leur ligne. Enfin, les 2 partis de droite, Yamina et Nouvel Espoir, Tikva Hadasha en hébreu, sont 2 partis qui, sur le plan, disons, si on prend leur plateforme politique, n'avaient pas de grande différence avec le Likoud, si ce n'est qu'ils s'opposaient à ce que Netanyahou revienne au pouvoir à cause de ses problèmes judiciaires et voulaient surtout se présenter et cherchent à se présenter comme un Likoud propre. Et ça, c'est très important. On dirait en France qu'ils se seraient des partis républicains.
Voilà, si on prend à peu près les normes françaises, des partis républicains, respect de la Constitution, respect des lois, respect des règles de la démocratie, et ne pas avoir cette position qu'a eu Netanyahou pendant les 2 dernières années de mise en cause, à l'image de Trump aux États-Unis, hein, si on prend une comparaison, des médias, de la Cour suprême, du pouvoir juridique. C'était un petit peu les leitmotivs qu'a utilisé Netanyahou pendant les dernières années de son pouvoir, enfin jusqu'à présent, et eux s'opposaient systématiquement à cela. C'est aussi le cas de Lieberman, évidemment, avec sa liste-là. Voilà donc des motivations un peu partisanes pour chacun des 2 partis, mais malgré tout, un fort dénominateur commun, respect de la démocratie, mettre fin au blocage politique. Et surtout, ils ont pris un certain nombre de décisions, ce qui va expliquer comment ça fonctionne, d'avancer sur tous les sujets internes sur lesquels ils peuvent avancer, qui concernent la société israélienne dans toutes ses composantes, quelles que soient ses origines, religieuses, laïques, arabes, juifs, etc. Et puis, quand ils ne sont pas d'accord sur certaines problématiques, et notamment les problématiques externes, maintenir le statu quo. Voilà, c'était un petit peu les règles qui ont été fixées. Bennett a été en fait l'architecte Lapid a été un petit peu l'architecte de cette coalition. Il a obtenu l'accord de Bennett pour y participer, en lui offrant le rôle en premier pour être Premier ministre. Et ils ont fixé des règles, à savoir qu'il y a des accords de coalition signés entre Bennett, Lapid et chacun des partis de la coalition, qui déterminaient un peu leurs prérogatives, les ministères dont ils allaient disposer, et que s'il y avait un conflit au cours de la gestion du gouvernement entre les choix politiques que ce qu'on serait amené à faire et chacun des partis, les partis avaient ont des droits de veto sur certaines lois s'ils ne sont pas d'accord. Par contre, s'il y a un conflit, ça remonte à Bennett et à Lapid pour trancher s'il doit y avoir un peu des conflits. Voici un petit peu les règles qui ont été fixées. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis 6 mois ou 7 mois? Voilà. Et ça, je vais un peu décliner un peu à la Prévert un certain nombre de points, surtout en mettant en évidence toutes les avancées ou toutes les modifications qui ont été faites sur le plan de la société interne israélienne qui correspond aux attentes de la majorité de la population. Il faut savoir que la question palestinienne, aujourd'hui, ça n'a même pas été abordé pendant les élections. Ce n'était pas un sujet, c'était un non-sujet. La grande victoire, entre guillemets, de Netanyahou, c'est d'avoir persuadé le public israélien que ce problème-là n'est pas un problème, qu'il n'y a pas de conflit, qu'on vit avec et qu'on va continuer à vivre avec et qu'il n'y a pas avec y négocier de toutes les façons et que ça va rester comme ça. Et il a réussi à persuader la majorité du pays depuis des années. Et ça, je crois que c'est un des gros problèmes auxquels est confronté et va être confronté la société israélienne, c'est sortir du bibisme. Hein. C'est comme aux États-Unis, sortir du trumpisme. Malheureusement, on voit aux États-Unis que ce n'est pas le cas, hein, d'après ce qu'on voit au sein du Parti républicain. Et au sein du Likoud, c'est à peu près la même chose, bien qu'il y ait des nuances. Donc, revenons à ce qui a été fait. D'abord, c'était, premier point, retour à une normalité institutionnelle. Ça, c'était mettre fin à une espèce de gestion centralisée du pouvoir qu'avait Netanyahou. Netanyahou cumulait 6 postes de ministre à la fin de son gouvernement, dont celui du ministre des Affaires étrangères. Tout passait par lui. Et au sein du Likoud, c'était des bini oui-oui qui ne faisaient que le faire valoir et le soutenir. Et les orthodoxes, par contre, ils avaient les avantages qu'ils demandaient, ils acceptaient n'importe quoi. Donc voilà. Et ça, c'est une société. C'est une espèce à la place de ce mode de gestion concentrée, avec des pouvoirs concentrés, il y a ce que écrit un journaliste très connu, de gauche d'ailleurs en Israël, qui s'appelle Amnon Abramovitch, une espèce de coopérative. C'est une espèce de coopérative qui est au pouvoir, avec une gestion, avec des pouvoirs disséminés, etc. Ça, je crois que c'est un premier point. Une sorte de kibbutz, au fond. Une coopérative, on va dire. Ce n'est pas un kibbutz. Kibbutz, c'est plus qu'une coopérative. Alors, un moshav. Deuxième point, fin de la présidentialisation du poste de Premier ministre. Avec Netanyahou, il était pratiquement tous les soirs à la télé. Bon, il y avait la crise sanitaire, mais il venait faire des discours. Il improvisait des conférences de presse à n'importe quel moment de la journée. C'est fini, c'est plus le cas. Bon, Bennett en a fait ces jours-ci compte tenu des problèmes liés à Omicron, mais enfin, on ne va pas parler d'Omicron. Mais ça, c'est un point important. Et surtout, on parle de Netanyahou, mais on parlait aussi de sa famille. Enfin, cette espèce
comment dirais-je, chaque jour, on parlait des affaires de la famille Netanyahou, de son fils, de sa femme, des relations de sa femme avec sa femme de ménage. Enfin, voilà, c'est une espèce de show dont on parlait dans les médias, aux journaux télévisés tous les soirs. Maintenant, on parle moins de tout ça. Denis Charbit, que Dominique connaît bien, disait récemment que les journaux télévisés sont, entre guillemets, excusez-moi l'expression employée et par Pompidou et par le président Macron, emmerdants, parce qu'on ne parle plus que de problèmes du quotidien. On ne parle plus des grandes affaires qui mobilisaient la population, à savoir les relations entre Sarah Netanyahou et sa femme de ménage. Voilà. Et ça, c'est un changement fondamental. C'est-à-dire il n'y a plus cette concentration sur la famille et du Premier ministre. Troisième point, les médias. Alors les médias, contrairement à ce que Netanyahou mettait toujours en avance en disant qu'elles sont de gauche, qu'elles sont, etc., malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, les médias ont plutôt une tonalité de droite. Mais vous savez, les médias, c'est quoi? C'est les journalistes qui les font. Hein. La plupart des médias en Israël sont privatisés. Il y a une chaîne publique, mais il y a les autres sont privés. Ce que cherchent à faire les chaînes publiques en Israël, comme partout dans le monde, c'est faire de l'audimat. Hein, c'est parler des choses, des dossiers ou des sujets qui intéressent les publics. Et résultat, c'est plutôt une tonalité de droite qui est au pouvoir dans les médias. Et ça, disons, on va essayer de moins les utiliser, tel que faisait Netanyahou. Ensuite, autre point important, c'est un débat, ce n'est pas tranché encore, c'est un débat qui a commencé à être abordé avec les 7, c'est faire voter une loi pour imposer qu'un Premier ministre ne puisse pas, en exercice, ne puisse pas exercer plus de 2 fois son mandat de Premier ministre. Hein. En Israël, on peut être Premier ministre à vie, à partir du moment où le parti au pouvoir qui vous soutient vous donne une majorité pour le faire. Netanyahou a été, je ne sais plus combien de gouvernements, Dominique les a peut-être comptés. 12 ans, 12 ans. Non, en année, mais ça veut dire combien de gouvernements? Je ne sais plus combien. Hein. C'est 7, 6. 6 ou 7, enfin bon. 7. Donc là, l'idée, c'est de limiter à 2 mandats consécutifs. Autre loi dont on parle, mais qui n'a pas été votée, mais qui est constamment abordée et soutenue par la majorité de cette coalition, c'est d'empêcher une personne, un député qui se trouve inculpé pour des questions juridiques, d'être candidat au poste de Premier ministre. Ce n'est pas le cas. Un ministre inculpé ne peut pas, un député inculpé ne peut pas être ministre. Ça, c'est acquis. Par contre, il pourrait être Premier ministre. C'est une absurdité. Donc là, on appelle cette loi une loi anti-Bibi, c'est ce que dit le Likoud, et c'est ce que pensent, on reviendra, certains députés de la coalition comme Ayelet Shaked, qui fait partie du parti Yamina, parce qu'elle a des visées pour un jour ou l'autre, peut-être via le Likoud, en tout cas remplacer peut-être Netanyahou, donc elle ne veut pas trop se brûler avec une partie de l'électorat de droite, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été voté, c'est pas sûr que ça puisse être voté, en tout cas, c'est un sujet qui revient régulièrement, qui est à l'agenda de ce gouvernement. Si tu me permets cette parenthèse, David, oui. Ça te permet de boire un coup. En France, on a cette situation très curieuse que pour n'importe quel poste de fonctionnaire, il faut avoir un casier judiciaire vierge, mais pas pour être candidat à la présidence de la République, la preuve. C'est quand même étonnant. Voilà. Bon, donc on va montrer qu'il y a des progrès à faire partout. Voilà. Ensuite, point très important, c'est le vote d'un budget. Ça a été une grande bataille. Pendant les premiers mois de ce gouvernement, le Likoud, l'opposition menée par le Likoud a tout fait pour bloquer et continue à tout faire pour bloquer les débats au sein de la Knesset. Ce sont des débats qui duraient jusqu'aux petites heures du matin. Tout fait pour empêcher ce gouvernement de voter ce budget, et le budget a été voté. Et ça, c'est très important. Alors, c'est un budget, je vais y revenir tout à l'heure, beaucoup plus social que les budgets précédents. Il y a certaines mesures très importantes qui ont été prises. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ça, c'est un point important. Alors, ce budget a été voté pour 2 ans. Donc, l'année 21, évidemment, qui s'est achevée, et 22. Maintenant, comme Dominique le rappelait, ce gouvernement est un gouvernement où Bennett est Premier ministre jusqu'à, je crois, juin ou juillet 23. Et ensuite, Lapid doit prendre la suite. Et évidemment, ça fait partie des questions en l'air. Est-ce que Bennett va lui transmettre le pouvoir? Est-ce que ce gouvernement, cette coalition ne va pas exploser en route d'ici 2023, etc. Donc, on commence à parler au sein du Parlement et au sein des partis de la coalition la possibilité de voter dès cette année pour le budget de 2023, de façon à garantir quelque part
le passage de témoin. Quand un gouvernement a un budget, en général, ça lui permet d'exercer et de fonctionner. Je ne veux pas te presser, David, je ne veux pas te presser, mais il est 13 heures. Donc, bon, si je continue. tu veux entrer dans le vif des mesures politiques et de ce que tu en penses, ce serait bien. Ok, je continue parce que c'est important tout ça. C'est ça bien sûr. Que les gens attendaient. Il y a une mise en place des mesures prises pour lutter contre les monopoles qui gèrent l'économie du pays. Le coût de la vie est très cher en Israël. Un yaourt en Israël vaut 1 euro. Un yaourt blanc, même pas aux fruits. Comparé, je crois qu'en France, on en a 5 ou 6 pour ce prix-là. Développer une politique plus sociale, une autre gestion de la pandémie, ne pas faire de confinement. Pendant les précédents confinements, il y a eu 500 000 chômeurs et 100 000 faillites qui ont eu lieu. En Israël, il n'y a pas eu les aides qu'on a eues en France, beaucoup moins que c'est le cas. Remettre la santé, le ministre de la Santé est un ministre du Meretz, au cœur de la priorité nationale, 2 milliards de budget, une augmentation énorme, création de 2 hôpitaux, plus d'étudiants, permettre une rotation plus aux étudiants pour qu'ils puissent faire moins de gardes, parce que les gardes, quand tu es médecin à l'hôpital, tu travailles pendant 36 heures sans dormir parce que tu n'as pas de remplaçant, etc. Donner le contrôle au ministère de l'Éducation nationale sur la petite enfance. Aujourd'hui, il n'y a pas de maternelle en Israël, donc ce sont des boîtes privées qui gèrent cela avec beaucoup de scandales souvent. Fin de la mainmise des orthodoxes sur la vie du pays. La loi de la cache-croûte, c'est permettre à des organismes autres que les organismes orthodoxes de donner les labels de cache-croûte. Débat sur le transport le Shabbat, accès au mur de lamentation pour des réformistes, pour que les femmes puissent aller prier. Alors pour l'instant, elles n'ont pas le droit de lire la Torah parce qu'une femme, pour les orthodoxes, ne peut pas lire la Torah. Enfin bref, point très important, transition énergétique. Et ça, c'est un point, je m'accorde quelques minutes parce que c'est fondamental. Israël à Glasgow, s'est engagé à ramener à zéro le rejet de gaz carbonique en 2050. Il y a eu un accord qui avait été signé dans le cadre des accords d'Abraham, très important avec les Émirats Arabes Unis, notamment de faire transiter via Eilat jusqu'à Ashdod le pétrole qui irait vers l'Europe, exporté vers l'Europe, via un pipeline qui est ancien, qui existe, qui traverse le Negev. Cet accord qui a été décidé entre Netanyahou et les Émirats, sans que personne soit au courant véritablement de son contenu, la ministre Tamar Zander, qui est ministre du Meretz, ministre de l'Énergie, s'y oppose et on remet en question, ça pose des problèmes écologiques énormes parce qu'il peut y avoir des accidents et s'il y a un accident dans le golfe d'Eilat sur le plan des conséquences locales, ça sera dramatique. Et ça, pour la première fois, c'est remis en cause. Les questions environnementales deviennent importantes. Des votes de loi très importantes sur le plan sociétal, à savoir accès à la GPA pour les LGBT, les transgenres, accès aux soins pour les réfugiés sans papier, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et les demandeurs d'asile, etc. Autre point important qui va nous intéresser, fin de la chasse aux sorcières aux ONG qui militent pour la paix. B'Tselem et Breaking the Silence, 2 ONG que vous connaissez fort bien, ont été reçus par la Commission de la Défense. Ça aurait été inimaginable avant. Il y a même un budget qui a été voté de 3 millions de shekels pour toutes ces ONG qui travaillent pour la coopération et l'éducation entre Israéliens et Palestiniens. Enfin, je rappelle, David, excuse-moi, pour que chacun l'ait en tête, que Netanyahou avait même fait voter une loi qui interdisait aux représentants de Breaking the Silence d'intervenir dans les écoles, les lycées et les universités. Enfin, je vais parler un petit peu des Arabes israéliens. Tu l'as évoqué, il a été décidé un budget de 30 milliards de shekels sur 5 ans pour développer leur emploi, développer le renforcement des municipalités, lutter contre la criminalité, etc. Création de 3 villes nouvelles pour eux, dans le désert, dans les Negev. Raccord à l'électricité, ça a été voté la semaine dernière après un vote où il y a eu des violences au sein de la Knesset très fortes entre la droite, l'écoute contre Yamina, contre les députés de Yamina, pour les déstabiliser, pour les empêcher de voter cette loi. Même pour les maisons illégales, hein. Même pour les maisons construites illégalement. Hein. Tout à fait. Revenons maintenant sur la question de l'autorité palestinienne, évidemment. Reprise du dialogue avec l'autorité palestinienne, qui n'existait pas depuis la seconde année. Il y a eu les rencontres de Gantz et de Abbas à 2 reprises, en août et il y a quelques semaines.
Tu as évoqué un peu tout ce qui a été fait, 100 millions de shekels d'avance sur la TVA que Israël collecte pour les Palestiniens, des accords, des permis de travail augmentés. Donc voilà, il y a des avancées, mais on reviendra tout à l'heure. Enfin, sur le plan régional, point très important, sous Netanyahou, on peut dire que c'était une relation très très froide avec les pays les plus importants pour Israël en tant que voisin, la Jordanie et l'Égypte, avec lesquels il y a des accords de paix, comme vous le savez, depuis des années. Grâce à ce nouveau gouvernement, il y a un retour de la coopération, notamment avec la Jordanie. Un accord a été signé pour qu'Israël livre 200 millions de mètres cubes d'eau désalinée à la Jordanie. En échange de cela, la Jordanie va développer une centrale comment dirais-je, une centrale solaire qui va distribuer je ne sais plus combien de mégawatts, 600 mégawatts, je crois, par an à Israël. Avec l'Égypte, autorisation pour que l'Égypte puisse en faire entrer dans le Sinaï des forces militaires plus importantes que ce que lui avaient octroyé les accords de Camp David à l'époque pour lutter contre les islamistes contre lesquels les Égyptiens se battent, etc. Enfin, et je conclus sur ces points-là, amélioration des relations avec le Parti démocrate américain. Israël avait toujours historiquement une position bipartisane à l'égard des deux partis républicains et démocrates. Sous Netanyahou, ça n'était plus le cas. Il a ouvertement pris position de Trump pendant la campagne, etc. Enfin, sur la scène internationale, Lapid, Premier ministre des Affaires étrangères, cherche à beaucoup fait pour modifier l'image qu'a Israël à l'étranger. Il a été invité à la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il y a des nominations d'ambassadeurs, alors qu'il y avait des postes qui n'avaient pas été, pour lesquels il n'y a aucun ambassadeur nommé depuis plusieurs années, etc. Distanciation vis-à-vis des dirigeants populistes et révisionnistes, amis de Netanyahou, en tout cas le polonais ou le hongrois, ce qui était quand même assez remarquable, compte tenu qu'on sait que ces dirigeants, pour certains d'entre eux, développaient des positions non seulement révisionnistes, mais antisémites, et ça ne gênait pas Netanyahou de développer avec eux des relations. Voilà, donc voilà, j'ai dressé un petit peu un rappel de tout ce qui a été fait, et pour conclure, la question que tu me posais, est-ce un gouvernement de rupture ou de continuité? Cheval ou alouette? Donc, je dirais les choses suivantes. Sur les sujets internes, et j'essayais comme ça de brosser un peu toutes ces questions, c'est plutôt de l'alouette. Hein. C'est fortement de l'alouette, c'est un gouvernement de rupture. Vous savez qu'en Israël, le système politique donne aux ministres en charge de leur portefeuille une relative marge de manœuvre importante sur leur ministère. Hein, et ça se sent dans les décisions qui sont prises en fonction de qui est le ministre. La santé, c'est quelqu'un du Meretz. Les transports, c'est la Merav Michaloui qui dirige le Parti travailliste. Et ça se voit déjà dans les mesures qui sont prises. À propos de Merav Michaeli, par exemple, elle a hérité du ministre des Transports, qui théoriquement et pratiquement a en charge aussi les transports et les développements des infrastructures en Cisjordanie. Ben justement, elle a bloqué tous les budgets pour développer des infrastructures en Cisjordanie qui étaient laissées par sa prédécesseur, Miri Regev, qui venait du Likoud. Voilà la marge de manœuvre que peuvent avoir certains ministres quand ils sont en poste. Voilà. Ensuite, voilà, donc on a parlé des Bédouins, de leur accord, etc. Donc il y a eu des avancées sur ce plan-là. Sur les sujets externes, c'est plutôt la continuité. Alors, la continuité avec des petites variantes, malgré tout. Pour ce qui concerne les Palestiniens, certes, il n'y a pas de retour aux négociations politiques, et tu as raison, Dominique, de le dire, et encore récemment, Lapid l'a répété. Aujourd'hui, il n'y a aucune perspective d'un retour à une négociation politique avec l'autorité palestinienne. Il a fort bien dit dans un interview dans Le Monde, qui a été publié il y a quelques semaines, il dit « Aujourd'hui, la situation politique interne ne permet pas d'entamer la moindre négociation. Par contre, il favorise ce qu'il appelle l'économie contre la sécurité. Ça veut dire aider l'autorité palestinienne, la renflouer et lui permettre en tout cas de rester contre le Hamas qui la concurrence énormément, crédible au sein de l'autorité palestinienne. Je vous renvoie à l'interview de Lapid. Sur l'aspect de la colonisation, certes, il y a une poursuite de la colonisation, ça ne s'est pas arrêté, mais malgré tout, certaines des décisions qui avaient été prises, mettons le projet Atarot, qui était de construire, Atarot, c'est l'ancien aéroport à l'est de Jérusalem, où il y avait un projet de construire une colonie là-bas, ça a été bloqué pour 2 ans. Il y avait un autre projet, construire dans la zone qu'on appelle E1. E1, c'est une zone entre Ma'ale-Adumim et Jérusalem, de construire là aussi, et c'est un vieux projet qui ressort régulièrement, de construire là-bas aussi une petite ville. Ça a été bloqué aussi pour 2 ans. Par contre, là, il y a
un autre projet qui est sorti ces jours-ci, déposé non pas par le gouvernement, mais par la commission locale de Jérusalem, de construire un nouveau quartier avec 1500 unités de logement entre Har Homa et un quartier à l'est de Jérusalem et dans ce coin-là, qui doit passer pour être voté par la commission régionale. La question de Jérusalem est considérée comme une notion interne et non pas externe, puisque Jérusalem a été annexée. Donc, il y a là-dessus une continuité certaine. Enfin, sur les questions extérieures, iraniennes, etc., je crois que là, j'ai plus nuancé que toi dans ta présentation. Il y a certes toujours des déclarations belliqueuses, ça, c'est pas nouveau. Ça a été sous Netanyahou, ça l'a été même antérieurement, même si on remonte dans le passé, Israël a toujours fait valoir sa capacité sur le plan militaire de réagir à toute menace nucléaire iranienne. Par contre, on entend un autre son de cloche. À l'époque de l'accord de 2015 qui avait été signé par les Américains et les Européens avec les Iraniens, la majorité de l'appareil sécuritaire israélien avait soutenu cet accord. Hein, tout à l'heure, tu as fait mention. Et là, évidemment, Netanyahou a poussé Trump à le résilier. Et on a constaté au sortir de ces 5-6 ans depuis 2015 que ça n'a pas empêché les Iraniens de poursuivre leur projet nucléaire et d'être plus près du seuil nucléaire qu'ils ne l'étaient en 2015. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les Israéliens en sont conscients. Et on entend un son de cloche aujourd'hui différent qui laisse entendre et que, d'abord, il y a les Israéliens, et Lapid l'a dit, se sont engagés avec les Américains à ne pas se surprendre mutuellement. C'est-à-dire que les Israéliens ne prendront aucune initiative militaire sans l'accord des Américains et réciproquement, les Américains ne signeront rien sans l'accord des Israéliens. Donc ça, c'est un point important. Et deuxième point, il laisse entendre qu'effectivement, il vaut mieux être autour de la table au moment d'une négociation pour essayer d'influencer cette négociation pour avoir les garanties qu'Israël demande, plutôt que ne pas être autour de cette table-là. Donc, c'est un autre son de cloche qu'on entend là. Certes, on continue à faire des déclarations belliqueuses, mais on se rend bien compte qu'on va vers probablement un accord. Enfin, voilà, dernier point. Quels sont les risques pour que cette coalition tienne ou ne tienne pas pour les 2-3 ans à venir? Je dirais, voilà, il y a 3 possibilités. 1, éclatement interne. Par les 8 partis, un des partis s'en va. Et je pense que c'est un scénario peu probable parce qu'aucun des partis aujourd'hui de ces 8 partis n'y a intérêt. Hein, sur le plan électoral, celui qui gagnerait des points, c'est Lapid, au dépens peut-être d'une des 2 autres listes du centre ou de gauche, mais fondamentalement, Yamina Bennett plongerait, ainsi que Gideon Sa'ar avec Nouvel Espoir. Il est peu probable qu'il gagne, etc. Donc, je ne vois pas de scénario d'éclatement interne, sauf, et là c'est le deuxième cas de figure, que Netanyahou sort de la politique. Alors ça fait partie aussi d'un scénario dont on parle régulièrement, qui est dans le cas de son procès, en échange, disons, on lui donnerait une espèce d'immunité s'il s'engage, enfin s'il quitte la politique, etc., enfin qu'il trouve un accord. C'est pas exclu. Pour l'instant, en tout cas, il tient bien le parti. Au sein du Likoud, il n'y a pas eu d'élection pour l'instant interne, mais aucun leader potentiel, il y en a un ou deux qui de temps en temps manifestent leur souhait de le remplacer. Il y a beaucoup de Brutus qui sont prêts à le poignarder, mais aucun aujourd'hui ne prend le risque de le faire parce que Netanyahou reste quand même très populaire au sein de son électorat. Donc, je ne vois pas, dans le court terme, je ne vois pas ce scénario. En tout cas, si c'était le cas, ça pourrait être un risque d'éclatement parce qu'une partie de Yamina, notamment avec Ayelet Shaked, pourrait le quitter et rejoindre cela. Enfin, est-ce qu'il peut y avoir une crise externe, l'Iran, une intifada numéro 3, etc., qui pourrait provoquer un éclatement de cette coalition? J'y crois pas, parce qu'en général, quand il y a une crise externe, ça renforce en général le pouvoir en place. Voilà. Donc, en conclusion, je pense que c'est un gouvernement de changement qui a commencé en 6 mois à ouvrir beaucoup de dossiers. Certains sont traités, d'autres sont en cours. Mais chacun est limité par cette coalition, par la situation politique interne, qui fait comme toujours, c'est la politique intérieure qui va être la dominante. Mais il restera un acquis, c'est l'entrée des Arabes au gouvernement, et ça restera. Merci. Merci infiniment, David. J'insiste sur le merci parce que ce n'est pas formel. On ne parle pas assez de la politique intérieure israélienne et quand on n'en parle pas, du coup, on ne comprend pas la politique, entre guillemets, extérieure parce qu'elles sont, comme tu l'as dit, très liées. C'est dans cet esprit, d'ailleurs, peut-être tu l'as vu, que
Confluence Méditerranée a sorti pour la première fois un numéro exclusivement consacré aux contradictions de la société israélienne. Et donc Israël est vu comme non seulement un acteur d'un conflit, mais une société avec ses propres forces motrices qui l'amènent à évoluer, bien ou mal, mais il y a des dynamiques internes qu'il convient de regarder. Deuxième remarque, et c'est ma question au fond, depuis plusieurs jours, je suis évidemment comme toi, mais je n'ai pas pu aller là-bas, comme journaliste, j'aurais bien aimé. Je suis les déclarations des uns et des autres dans la presse israélienne. J'ai été frappé quand même que aussi bien Nitzan Horowitz pour le Meretz que Michaeli pour le Parti travailliste ont l'air un peu gênés aux entournures. C'est-à-dire, Michaeli a même fait une déclaration assez forte en disant qu'il y avait des lignes rouges et que ces lignes rouges, elles ne devaient pas être franchies, sinon on remettrait en cause la coalition. Visiblement, la question de la colonisation, par exemple, est une question qui fait ligne rouge. Donc là, il y a eu toute une série d'annonces, plus ou moins remises en cause, mais certaines n'ont pas été remises en cause. C'est un premier point. Deuxième point, il y a quand même un bilan d'une rare violence de 2021. Alors, il y a eu la guerre de Gaza qui pèse évidemment dans ce bilan, mais on continue à avoir beaucoup d'assassinats de jeunes Palestiniens, pour la plupart sans qu'ils soient impliqués dans quelque violence que ce soit de leur côté. Donc ça aussi, ça a l'air de peser un peu sur le Meretz et le Parti travailliste. Donc, comment tu vois la possibilité que cette coalition, et notamment en son sein les forces, disons, de la gauche sioniste, soit un peu plus, comment dirais-je, mordante, quoi. Parce que, par exemple, les nouveaux ordres, le nouvel règlement de tir de l'armée est quelque chose qui est, quand on les lit, assez effrayant. Donc, comment se détermine la gauche sioniste dans ce gouvernement quand elle fait face, je ne parle pas aux grandes perspectives, ni annexion, ni État palestinien, enfin les grands discours de Bennett et de Lapid, je parle vraiment de la colonisation qui avance, quoi. Ou comme disent ceux qui en parlent, l'apartheid qui avance. Voilà. Écoute, ils savaient aussi bien Meretz que les travaillistes savaient très bien que sur ces questions-là, ils n'allaient pas être les partis dominants qui pourraient donner la tonalité sur le terrain. Par contre, par leur action, je dirais par l'action surtout des députés de ces partis sur le terrain, ils sont présents. Je pense à mon ami notamment Mossi Raz, que j'ai vu la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt, qui est député du Meretz, qui est de toutes les manifestations à Sheikh Jarrah, un des fondateurs du Meretz. Un des fondateurs du Meretz, un des fondateurs de la paix maintenant. Enfin, bref, lui et d'autres, Gabi Lasky, qu'on a interviewé dans notre réunion de J-Call il y a quelques semaines, et dont vous pouvez revoir sur le site de J-Call la conférence en français. Gabi est une avocate spécialisée sur les problèmes des droits de l'homme et qui défend généralement dans les tribunaux les Palestiniens ou les ONG israéliennes qui peuvent être inculpées, etc. Donc, ce sont des gens qui consacrent leur vie depuis des années sur ces questions-là pour lutter contre l'occupation, pour lutter contre la violence dans les territoires, etc. Et ces gens-là continuent à le faire, et bien qu'ils soient partis de ce gouvernement, ça ne les gêne pas. Et je te dirais même plus, Bennett le sait. Je crois que c'est Gabi Lasky qui racontait ça dans la conférence qu'on a fait avec J-Call. Il y a quelques semaines, ils ont été invités par Bennett, les dirigeants du Meretz, à rencontrer Bennett. Et Bennett leur a dit, écoutez, vous savez, Bennett est né aux États-Unis, ses parents étaient à San Francisco. Il leur a dit que son père, à lui, Bennett, était un des grands militants des droits de l'homme aux États-Unis pour les droits civiques. Hein. Donc, il comprend très bien leur action pour les droits de l'homme. Il dit, je comprends très bien, même si on peut ne pas être d'accord politiquement, parce que je pense que voilà, je n'ai pas la même plateforme politique que vous, je pense qu'il n'y a pas de solution, enfin peu importe, bon, ces idées ne sont pas les mêmes. Il dit, je comprends très bien votre engagement et je le respecte. Je crois que ça, c'est un point très important, c'est qu'il y a du respect entre eux. Ils ne sont pas d'accord, ils le manifestent, et ils savent très bien les limites, ils ne pourront pas influencer, et surtout, en tout cas, ils font avancer ce qu'ils peuvent. Et prends un autre cas, Omer Bar-Lev, ancien officier haut gradé de l'armée, ancien dirigeant de Sayeret Matkal, qui est une unité d'élite de l'armée, le fils de Chaim Bar-Lev,
qui a laissé un des généraux de la guerre des 6 jours et qui a été à l'origine de la fameuse ligne Bar-Lev le long du canal de Suez après 67. Hein. Les Égyptiens ont bousculé en 73. Que les Égyptiens ont bousculé en 73, je sais, j'y étais. Et maintenant, Omer Bar-Lev, qui est maintenant ministre de l'Intérieur, a déclaré il y a quelques semaines, et il s'est fait attaquer par la droite là-dessus, il a déclaré très ouvertement qu'il trouvait que la violence des colons extrémistes, c'est pas tous les colons, hein, on parle des colons, c'est les plus extrémistes parmi les colons. Hein. Je crois que c'est important aussi de nuancer. Si on veut comprendre tout cela, il faut introduire de la nuance. Hein. Sur les 400 000, je ne parle pas de Jérusalem-Est, les 450 000 colons vivants en Cisjordanie, ce n'est pas 450 000 extrémistes, hein, loin de là. Hein, la majorité sont des gens qui ont été là pour des raisons à la fois de facilité sur le plan économique, parce que c'est moins cher, des orthodoxes parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, ils habitent dans des villes. Si on prend les cartes de la Cisjordanie et des colonies, vous verrez qu'il y a 4 grandes villes où vivent des orthodoxes, mais c'est des dizaines de milliers d'habitants, ce n'est pas quelques centaines d'excités. Voilà. Ces gens-là ne sont pas des extrémistes. Les extrémistes, c'est quelques milliers, voire à la limite quelques centaines même de personnes, et des jeunes souvent, qui vivent la plupart du temps dans ce qu'on appelle les outposts en anglais, c'est-à-dire que les avant-postes illégaux, non pas que les autres ne sont pas légales, elles sont tous illégales, mais elles ne sont pas légales au regard de la loi israélienne, hein, et ceux-là sont les plus extrémistes. Donc Bar-Lev là-dessus s'est opposé. Donc voilà, ils essayent de le dire, d'abord, important de le faire comprendre aux Israéliens, parce qu'on en parlait peu, donc le dire, et on en parle dans les médias. Point important, de manifester et puis d'essayer de limiter autant que faire se peut. Alors, mon rôle est aussi de te poser des questions que je reçois. Ça va interrompre un peu la logique du dialogue, mais c'est comme ça. Donc, Fabrice te demande comment on peut, parce que c'est évidemment pour quelqu'un qui n'est pas israélien un peu compliqué à comprendre, comment un Premier ministre peut être issu d'une formation qui en fait ne dispose que de 6 députés. Et comment il peut diriger, quelle légitimité a-t-il pour diriger une coalition alors qu'il est celui qui a, avec au même niveau que le RAM d'ailleurs, le même nombre de députés que RAM. Deuxième question, en revanche, fait-il remarquer, Fabrice, si Lapid finalement succède à Bennett en 2023, lui sera beaucoup plus représentatif parce qu'il est à la tête d'un parti qui est un parti d'abord historiquement, son père était lui-même un homme important dans la politique centriste israélienne, donc il a une trace politique et une autorité plus forte. Ok, effectivement, c'est une très bonne question. Ça pose un problème effectivement sur le plan de fonctionnement de la démocratie. Comment, si tu as 6 députés, tu peux être Premier ministre? Alors le système fait qu'il peut être Premier ministre si il a une coalition qui le soutient. Comment ça fonctionne? Les élections terminées, le président convoque tous les dirigeants des partis et demande à chacun qui proposez-vous comme poste de Premier ministre. Chacun dit je propose X ou Y, etc. Et il voit celui qui est capable de réunir les 61 députés, chiffre magique, pour pouvoir constituer un gouvernement. C'était le cas cette fois-ci. Rivlin était à l'époque le président, depuis il a été remplacé par Herzog. Et on s'est mis d'accord parce que normalement, c'était Lapid qui aurait dû entrer dans ce poste-là. Mais Lapid avait compris que s'il ne faisait pas cette combinaison, il n'aurait pas eu de coalition. Et il a fait ce calcul très intelligent, je pense. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je ne cache pas mes engagements à gauche, plutôt côté Meretz, hein, depuis toujours, mais je reconnais à Lapid, et de plus en plus il est reconnu comme tel par de plus en plus de commentateurs, comme un fin homme politique qui a probablement un avenir national important. Parce qu'il a compris qu'il fallait mettre fin à Netanyahou. Ça, c'est l'objectif. Il fallait mettre fin à un blocage politique insupportable pour la vie quotidienne du pays. Il y avait toutes les questions, je les ai un peu balayées tout à l'heure, sur la vie interne qu'il fallait traiter, etc. Donc, pour cela, il fallait qu'il offre à Bennett cette position et qui lui a permis, effectivement, de le tenter. Et Bennett était, depuis longtemps, ne cachait pas ses ambitions, le tenter à entrer
à la maison, enfin au poste de Premier ministre. Voilà. Donc maintenant, ça pose des problèmes. Alors, dans 1 an et demi, effectivement, Lapid aura plus de légitimité, mais encore faut-il qu'il ait 61 députés. Si une partie de Yamina ou je ne sais quelle autre fraction de sa coalition le lâcher, ils sont vraiment tomberés. Donc là, encore une fois, il faut garder ces 61 députés ensemble pour pouvoir gouverner. Alors, Claude, de son côté, réagit à ce que tu as dit à propos de la gauche sioniste et de sa place au gouvernement avec les conditions que ça pose pour le développement de la politique palestinienne en particulier. Et il te dit, mais enfin, il y a eu les autorisations de tir qui posent un vrai problème. Hein. Je ne sais pas si tu les as lues, elles sont effrayantes. Hein. Ça rappelle des choses de notre passé colonial, à nous, Français, hein, du type d'autorisation de feu vert qu'on peut donner à des soldats qui n'en demandent pas forcément moins, quoi, hein. Mais il dit il y a aussi les nouvelles colonies sur le Golan. On vient d'apprendre qu'il y avait un projet de doubler au total le nombre de colons sur le Golan. Il y a l'interdiction, ou tout est la tentative d'interdiction des 6 ONG palestiniennes qualifiées de terroristes qui permettraient d'eux. Il y a... on peut en rajouter, enfin, Salah Hamouri. Est-ce que Bennett n'est pas un politicien d'extrême droite? Je rappelle, c'est moi qui parle, pas Claude, que Bennett a quand même dit un jour, moi j'ai tué beaucoup d'Arabes et ça ne pose pas de problème. Enfin bref, est-ce que tout ça ne pose pas quand même vraiment un problème à terme pour les députés du Meretz, du Parti travailliste et d'ailleurs de RAM? Parce qu'on oublie aussi que sans doute que Mansour Abbas peut se prévaloir des succès qu'il a remportés, mais enfin, il est aussi la caution d'une politique plus générale qui pose problème pour lui. Alors, pour Meretz, Avoda, etc. Premièrement, d'abord, autorisation de tir, par exemple. Je pense que ça, d'abord, ce n'est pas le gouvernement qui décide des autorisations de tir. C'est interne à l'armée, dans certaines circonstances, etc. Sont-elles appliquées, sont-elles pas appliquées? Chacun est un cas. Le problème ne ressort pas du ressort politique. Hein. Mais Gantz est ministre de la Défense. Je sais, mais Gantz est ministre de la Défense, je pense. Et il y a une pression qui est faite par, tu me parlais de Meretz et un travailliste, constamment sur Gantz là-dessus. Gantz, où es-tu? Que fais-tu? Etc. Je crois que c'est important. Gantz, on pourrait épiloguer sur lui, c'est un personnage intéressant qui, je pense, n'a pas une idée très précise comment régler la question palestinienne. Il n'est pas un annexionniste, ça c'est sûr. Il s'est opposé à l'annexion à l'époque, et si Netanyahou ne l'a pas voté, c'est d'abord parce que les Américains avaient mis le haut là, hein, ça c'est clair, et parce qu'il y avait derrière cela les accords d'Abraham, mais Gantz aussi s'y était opposé, hein, et Netanyahou n'avait pas les moyens alors de faire passer cette annexion partielle qu'il voulait faire voter à l'époque, hein, pour mémoire. Mais donc, on parlera de Gantz si vous voulez tout à l'heure. Mais donc, restons sur Gantz une seconde. C'est quand même quelqu'un qui est très proche de Netanyahou. Il y a quelqu'un de très lié à Netanyahou. Non. Ils ont fait la guerre de 2014, les bombardements de Gaza ensemble. Il y a un dialogue entre eux qui était très intéressant. Netanyahou disait « Nous avons ensemble pris du sang ». Il y avait une formule assez curieuse. Enfin. Écoute, ne tombons pas dans le panneau de ce genre de déclaration. Je crois que Gantz était un bleu en politique quand il est rentré. Hein. Il a 3 ans en politique. Hein. Il a fait sa carrière à l'armée. Okay. Plus un bleu qu'un bleu blanc, quoi. Un bleu. Hein, et il est devenu bleu blanc. Enfin, mais bleu dans le sens où, face aux circonstances dans lesquelles le pays s'est trouvé après le 3e tour des élections, bien qu'il avait 33 députés, je crois, à peu près, dans son parti, dans sa liste, il a pensé, comme il n'y a pas de capacité, lui, parce qu'une partie de son parti ne voulait pas faire entrer les listes arabes qui ont été effectives quelques mois plus tard, c'est une absurdité. Parce que s'ils avaient pu le faire à l'issue du 3e tour, on n'aurait pas été aujourd'hui avec un gouvernement comme celui-ci, mais un gouvernement centre-gauche avec les Arabes au pouvoir depuis 1 an et demi. Et il a trahi. Il n'avait pas la capacité de le faire. Il n'aurait pas pu le faire, puisqu'une partie de son parti le lâchait. Un certain nombre de députés de sa liste ne voulaient pas des Arabes dans son parti. C'est même députés qui maintenant les acceptent. Hein, c'est une absurdité. Hein, c'est une absurdité. Bon, ça montre que des fois en politique, il faut trouver le bon moment pour avancer. Les choses n'étaient pas encore mûres il y a 1 an et demi. Maintenant, le tabou est tombé, je dirais, et tout le monde peut faire des coalitions avec les partis arabes. Et ça, c'est une très grande avancée.
pour la démocratie israélienne. Bon, donc Gantz, n'ayant pas de majorité, et vu la situation sanitaire du pays à l'époque, a scindé sa liste et a rejoint Netanyahou pour faire cette coalition qui a duré les quelques mois que ça a duré jusqu'aux élections de l'an dernier. Donc voilà. Donc lui, je pense que c'est quelqu'un qui s'est engagé parce qu'il pensait que c'était une nécessité vu les circonstances. Sur la question palestinienne, je ne pense pas qu'il ait un avis très clair. Il connaît mal le sujet sur le plan peut-être de la situation sur le terrain, mais bon, en tout cas, les choses ne sont pas tranchées. Revenons maintenant au Golan. Tu me posais la question sur le Golan. La question du Golan, d'abord, c'est pas pareil que la Cisjordanie. Premièrement, le Golan est un territoire sur le plan assez grand. Je n'ai pas en tête sa superficie, mais il n'y a que 20-25 000 colons qui ont été depuis 1967 s'y installés. Et il doit y avoir 30 000 Druzes à peu près qui y habitent, à peu près c'est de cet ordre-là. Hein, c'est une région très peu peuplée. Hein. Ensuite, bon, tous les gouvernements israéliens, de droite comme de gauche, à l'époque où il y a eu des négociations via les Américains ou sans les Américains avec la famille Assad, père et fils, hein, avaient envisagé le retour du Golan dans le cadre d'un accord de paix avec la Syrie. Ça ne s'est pas fait, on va refaire l'histoire pour des tas de raisons. En tout cas, dans tous les cas de figure, dans tous les scénarios explorés à l'époque, il y avait un retrait du quasi-totalité du Golan. Et voilà, bon. Il ne faut pas oublier que le Golan surplombe toute la vallée des Mecs Israël, c'est toute la vallée où se trouvent beaucoup de villages et de villes israéliennes. Et à l'époque, avant 1967, ces villages et ces villes étaient bombardés régulièrement par les Syriens. Donc, ça, dans l'histoire du pays, ça a un rôle, ça a une image différente. Hein. On peut même dire, David, qu'au printemps 2000, ça s'est joué à pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on était à deux doigts entre Barak et Assad père d'un accord. On en était juste à discuter de détails. C'était la zone sur l'est de la Tibériade qui permettrait aux chars de tourner pour vérifier. Enfin, c'était un grand ratage quand on prend historiquement. Bon, maintenant, quand on voit ce qui s'est passé depuis, avec tout ce qui s'est passé en Syrie, qui n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien, hein, s'il y avait eu la guerre civile aux portes d'Israël, etc., on peut-être pu avoir des conséquences. On ne peut pas refaire l'histoire. Voilà. Bon, aujourd'hui, la situation, elle est telle qu'elle est, un blocage, la situation syrienne, vous la connaissez. Bon, là-dessus, il y a une espèce de consensus mou en Israël qui pense que s'il y avait un accord de paix, s'il y avait un interlocuteur, je pense que le Golan n'aurait pas été un obstacle majeur. Ça a été la preuve, tu as évoqué toutes les négociations qui n'avaient pas abouti dans le passé. Aujourd'hui, il n'y a pas de négociation avec les Syriens. En Syrie, il n'y a pas d'interlocuteur fiable. Et le pouvoir est éclaté. Hein. Israël bombarde régulièrement. Bombarde des objectifs iraniens. Je pense plus ou moins avec l'accord des Russes, d'ailleurs. Ah, visiblement, oui. Parce que les Russes n'ont pas envie non plus de voir les Iraniens trop implantés en Syrie. Les Russes, en fait, ont joué un très bon jeu sur le plan de la stratégie politique. Hein. Ils ont vu que les Américains sortant de la région, il y avait une place à prendre et qu'il fallait la prendre via le conflit syrien. Et ils ont utilisé le conflit syrien pour rentrer et devenir maintenant un acteur dominant de la région. Bon, c'est notre histoire, mais par contre, les Russes n'ont pas tellement envie de voir les Iraniens bien trop implantés dans le coin, et ils laissent les avions israéliens bombarder les cibles militaires quand c'est nécessaire. Mais revenons sur la Cisjordanie, parce que c'est quant à la Cisjordanie, effectivement, les positions de la gauche sioniste sont toujours les mêmes. Hein, 2 États, un retrait, etc. Là-dessus, ça n'a pas changé depuis des années. Faut que les circonstances politiques le permettent. Ce qui est important, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, Netanyahou a réussi à persuader la majorité du pays qu'il n'y a pas de négociation possible, qu'il n'y a pas de partenaire avec qui négocier. La réciproque a été valable aussi du côté palestinien. J'ai nombre d'amis israéliens engagés dans des ONG qui se battent pour la paix, etc., qui ne pouvaient plus organiser des réunions avec des Palestiniens parce que les Palestiniens faisaient la grève des réunions avec les Israéliens parce qu'ils ne voulaient pas jouer la normalisation. Donc c'est réciproque. Hein. Il y avait une méfiance réciproque qui s'est installée depuis des années. Et là-dessus, ce que essaye de faire ce gouvernement, en tout cas l'aile gauche de ce gouvernement, c'est remettre la question déjà sur la scène politique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les retrouvailles, entre guillemets, de Gantz, Abbas, etc. Et Abbas a accepté de venir, et c'est bon,
important. Il est invité dans l'appartement de Gantz, mais pas seulement cela, de renégocier, de remettre la question politique. Je pense que Abbas a été voir le Sisi ce week-end à Sharm el-Sheikh pour probablement se coordonner sur le plan politique. Donc tout ça me laisse comprendre, connaissant un peu la région, qu'il y a des choses qui se trament peut-être, qui vont peut-être sortir dans les mois à venir. Pour l'instant, la situation n'est pas mieux. Ce que je voulais te dire, je sais bien que comparaison n'est pas raison et il faut toujours faire attention quand on évoque le passé, mais tout ça me fait personnellement, comme historien, un peu penser à ce qui se passait en 1956 en France. C'est-à-dire où la gauche, le Parti communiste y compris, vote des pouvoirs spéciaux pour la paix, et puis on ne fait pas la paix, on fait la guerre en Algérie. Et là, je te pose la question, elle est sans arrière-pensée, hein, ce n'est pas une manière de dire ils veulent ça ou pas ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque réel que la gauche sioniste, y compris les centristes d'ailleurs, qui ne sont pas des annexionnistes frénétiques, loin de là, se retrouvent dans une politique qu'ils cautionnent de fait et qui est quand même une des politiques les plus, enfin, aussi dures que celle de Netanyahou. Je rappelle les 6 ONG, je rappelle les nouvelles autorisations de tir, je rappelle le bilan humain de la répression en 2021. Enfin, on pourrait faire encore la liste. Oui, non, mais je connais, bien sûr. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas là un gros risque? C'est-à-dire comment on crée des rapports de force qui permettent à la gauche sioniste et à la gauche arabe, d'ailleurs, de peser suffisamment pour arrêter un peu cet engrenage? Parce que, entre nous, soit dit, je ne veux pas en rajouter, mais on présente comme des concessions faites à l'autorité palestinienne le fait de rencontrer Abbas, de donner un peu d'argent, d'améliorer quelques... Mais enfin, c'est l'intérêt d'Israël. Oui, Abbas est à bout de souffle, l'autorité palestinienne n'est plus ni autorité ni palestinienne, la masse de la population n'en veut plus, elle voulait les élections, elle voulait mettre une autre direction, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza d'ailleurs, parce que les gens n'aiment pas plus le Hamas à Gaza qu'ils n'aiment l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Donc, on est quand même dans une espèce de relation un peu complice, c'est-à-dire Israël est en train d'essayer de sauver, ou en tout cas de maintenir la tête hors de l'eau à quelqu'un qui est, on ne va pas dire un collaborateur, ce ne serait pas gentil, ça sonne mal, mais enfin c'est un peu ça, quoi. Je crois que c'est l'intérêt effectivement du gouvernement israélien, et quel qu'il soit, d'aider l'autorité palestinienne aujourd'hui à rester en place. Et si demain il y a des élections et que cette autorité palestinienne est remplacée par un autre pouvoir, quel que soit ce pouvoir légitime qui sera sorti de ces élections le jour où elles sortiront. Ça, je crois que c'est un premier point. À la différence du Hamas, qui pour l'instant en tout cas, officiellement, n'a aucune négociation, refuse dans sa charte, etc., toute reconnaissance, et tout, bien qu'il y a des négociations en sous-main pour gérer des tas de dossiers qui existent entre Gaza et Israël, et des questions sécuritaires, des questions d'échange de prisonniers, etc. Mais et le financement de Gaza par le Qatar, quand même. C'est pas rien. C'est-à-dire Israël arrive à faire financer par quelqu'un d'autre la situation à Gaza. Mais à la différence du gouvernement Netanyahou à ce sujet, qui lui laissait passer les valises de fric, de dollars sans problème à Gaza, comme tout le monde le sait, ce gouvernement-là est beaucoup plus exigeant, en tout cas, et dans le contrôle de l'affectation de ces transferts d'argent, etc. Et ça, je pense que c'est une différence par rapport au gouvernement précédent. Mais néanmoins, il est clair que ce gouvernement, aujourd'hui, dans sa constitution, n'est pas en mesure d'entamer la moindre négociation, qui n'est pas à l'ordre du jour. Je crois qu'il faut essayer d'avoir une perspective un peu à moyen et long terme. Sur le court terme, le quotidien, il est celui que tu décris. On va manifester, on s'oppose, on essaie de limiter la casse, etc. Mais il faut déjà recrédibiliser l'adversaire. Il faut recrédibiliser la capacité d'entamer une quelconque négociation et montrant que c'est du domaine du possible, qu'il y a une alternative à une situation de statu quo qui ne dure et qui n'est pas plus statu quo que nôtre, parce que sur le terrain, la colonisation, comme tu l'as décrit, continue, mais qu'il faut arrêter cela. Et ça, je crois que c'est un travail de long terme. C'est lutter ce que j'appelais le biblisme. Hein, c'est un héritage du biblisme. Ce n'est pas uniquement les attaques contre la démocratie interne, c'est aussi contre l'espèce de principe ou qu'il n'y a pas avec qui négocier, qu'il n'y a pas de solution, qu'il faut que gérer ce conflit et non pas essayer de le résoudre. Donc, il faut gagner l'opinion publique. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est comment convaincre
l'électeur israélien, ça peut être différent. Denis Charbit le disait l'autre jour très bien. Grosso modo, il y a un tiers des Israéliens, si vous les questionnez, ils sont pour deux États, ils rendraient demain la Cisjordanie aux Palestiniens dans le cadre d'un accord de paix. Il y a un tiers qui veut l'annexer ou partiellement l'annexer pour des questions soit religieuses ou sécuritaires. Et puis il y a un autre tiers qui est quelque part au milieu, qui peut passer d'un côté ou de l'autre en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Évidemment, quand les attentats se produisent, il est certain qu'il y a un durcissement. Quand il y a une espèce de calme sur la situation interne, effectivement, on peut entendre un autre son de cloche. Je crois que ça n'a pas changé depuis 20 ans. Moi, quand on me dit, depuis le temps que je milite pour la paix, et comme tu le sais, je ne vais pas raconter mes engagements, mais ce n'est pas d'hier, on n'arrête pas de nous dire... on n'arrête pas de nous dire, mais il n'y a pas à qui négocier, voyez-vous, ça a échoué, etc. Je crois qu'il faut que l'on comprenne qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Les autres alternatives, que ce soit l'annexion, qui serait catastrophique pour les deux parties, évidemment, les Palestiniens qui veulent à juste titre leur indépendance, et les Israéliens qui veulent conserver un État où il serait une majorité juive et démocratique, pour la majorité du pays, ou bien l'apartheid, qui rendrait cette situation encore plus problématique, à la fois pour ces questions démocratiques, évidemment, et aussi par rapport à une certaine image qu'a le pays pour sa propre population. Donc, il n'y a pas d'autre alternative que la solution des deux États. Est-elle encore possible? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que sur le plan du terrain, c'est possible, après, il y a la volonté politique de le faire. Je renvoie aux travaux de mon ami Shaul Arieli, où nous traduisons régulièrement les articles sur la paix maintenant, qui est un des meilleurs connaisseurs de la situation sur le terrain, qui a publié un certain nombre de livres, et son dernier livre qui est sorti en Israël, malheureusement pas traduit en français, j'aimerais bien réussir à le faire traduire, est très important, ça s'appelle Les 12 mythes de la société israélienne, j'aimerais bien arriver à le faire traduire, qui sont très importants parce que c'est quelqu'un qui, par son parcours personnel à l'armée, a été même gouverneur de Gaza, il a été un des conseillers de Rabin, etc., a été toujours engagé pour essayer de trouver sur le terrain, et il connaît bien la situation, et il explique bien qu'il y a une solution de partage possible. Il en définit plus ou moins les paramètres dans tous ses nombreux écrits. Je propose qu'on ne se lance pas dans un grand débat, un État, deux États, trois États, tout ça. C'est un débat quand même assez répétitif. Il y a une question très intéressante de Martine, que tu connais bien. Pas la question, tu la connais sûrement, mais Martine, elle te demande quel rapport y a-t-il entre les 6 députés arabes hors coalition, c'est-à-dire ceux de la liste unie, et le RAM? Et est-ce qu'il y a une chance que la participation du RAM s'augmente d'une participation de la liste unie au gouvernement? Non, je ne pense pas. D'abord, il y a une concurrence entre eux. Et chacun veut, pour les prochaines élections, gagner un peu plus de points et avoir plus de députés, c'est évident. Mansour Abbas, c'est un homme très intéressant sur le plan personnel. J'ai vu il avait une interview samedi dernier dans une émission télé très suivie. Et il est très, très, très fin politique. D'abord, il a beaucoup d'humour. Il est très calme. Il sait très bien utiliser les médias et il a très bien vite compris comment faire avancer, je dirais, l'intérêt de la population arabe israélienne sur tous les sujets sociaux et sociétaux dont on a parlé, et infrastructures et autres. Et là, par contre, la liste arabe unie, qui n'est plus unie, puisque le RAM n'en fait plus partie, elle est composée d'un assemblage, disons, de 6 députés, dont 2 ou 3, je dirais, aurait très bien pu être dans ce gouvernement. Je pense à Ahmed Tibi notamment, voir les nuances entre lui et le Meretz, vraiment, il faut les chercher, elles existent. Mais voilà, donc sur des tas de sujets, à la fois de politique intérieure, c'est un laïc, ce qui n'est pas le cas d'autres députés de la liste arabe unie. C'est quelqu'un engagé pour 2 États, etc. Mais pour l'instant, disons sur le court terme, je ne vois pas de ralliement possible. S'il y a un éclatement possible, et ça a été évoqué, ils pourraient voter, ils l'ont peut-être déjà fait sur certaines lois, voter avec la Commission. Je voudrais te poser, à partir de cette question de Martine, une autre question qui m'intéresse beaucoup. Comme tu sais, notre ami Thomas Vescovi a fait un livre assez intéressant, je trouve, sur l'histoire des gauches israéliennes, qu'il appelle l'échec d'une utopie. Mais dans les débats qu'il fait, enfin, il me raconte ça souvent,
l'idée qui vient assez fortement, peut-être c'est une illusion, peut-être non, tu vas me le dire, c'est l'idée qu'au fond, la gauche sioniste et la gauche arabe, au sens large, n'ont pas d'autre avenir, si elles veulent en avoir un, que de trouver une forme de travail commun. Je ne parle pas d'union, parce que c'est une question un peu trop précise quand on dit union, mais quelque chose qui fasse que les Palestiniens d'Israël comprennent qu'ils ont besoin de la gauche sioniste s'ils veulent faire avancer les revendications, les aspirations qui sont les leurs, indépendamment même du projet d'État palestinien, et que la gauche sioniste sait qu'elle ne retrouvera pas une hégémonie comme elle l'a eue jusqu'en 1977 sans trouver un nouveau chemin avec les Arabes israéliens. Et là, il y a quelque chose de, je trouve, très intéressant, parce que quand on regarde de près, aussi bien le Meretz que le Parti travailliste, dans les dernières campagnes électorales, ont fait beaucoup pour parler aux Arabes, pour présenter des Arabes sur leur liste, pour être réellement présents. C'était plus la politique sioniste traditionnelle de on fait des petits cadeaux pour essayer d'avoir des clients. C'était vraiment un dialogue, à certains égards, un dialogue politique, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Sur l'avenir, hein, on ne parle pas de l'immédiat. Bon, la gauche, toute gauche confondue en Israël, n'est pas aujourd'hui majoritaire dans le pays. On estime à peu près une quarantaine de députés, à peu près, qui globalement seraient de gauche, ou se reconnaîtraient en tout cas sur un programme avec des nuances entre centre-gauche et gauche, évidemment. Entre parenthèses, on n'est pas mieux en France, comme on le sait. C'est une crise globale, je dirais, d'abord pour essayer d'analyser, indépendamment du problème israélo-palestinien, c'est une crise globale de la gauche pour la social-démocratie, hein, mais il y a des particularités, des particularismes locaux. Premièrement. Deuxième point, le fait de comprendre, aussi bien côté arabe que côté juif, qu'ils ont besoin les uns des autres, je pense que c'est déjà acquis. Hein. Il y avait certains tabous qui sont tombés, et c'est bien qu'ils sont tombés. Le fait que maintenant un parti arabe puisse être un parti de gouvernement avec des postes ministériels à la clé, c'est très important. Tu parlais du Meretz, Issaoui Frej, un des députés du Meretz, est aujourd'hui le ministre de la coopération régionale. Hein, ça veut dire quoi, coopération régionale? C'est-à-dire qu'il c'est pas uniquement les relations avec l'Égypte et Jordanie, mais c'est surtout avec l'autorité palestinienne. Il développe des relations et il organise des relations ministérielles bipartites avec le ministre israélien et par exemple de la santé, et le ministre palestinien de la santé, ministre de l'environnement palestinien, ministre de l'environnement israélien, etc. Voilà. Bon, il se trouve que les deux étaient du Meretz, mais pas que du Meretz. Ça, c'est très, très important. Donc, sur le terrain, il y a des avancées importantes et dans la coopération pour régler des problèmes au bénéfice des deux populations et avec les Palestiniens de Cisjordanie. Voilà. Donc là, je pense que c'est un acquis. Est-ce que fondre il y a eu des tentatives et certains députés l'ont imaginé de créer un nouveau parti judéo-arabe, etc. Il y a eu des tentatives dans le passé. Je ne sais pas si c'est d'actualité. Bon, là-dessus, ce sont des débats internes. De la même façon, est-ce que c'est pour l'avenir, si la gauche veut revenir au pouvoir, est-ce que c'est intéressant d'avoir à la fois le Meretz et les travaillistes? Est-ce qu'il ne faut pas faire un seul parti? Bon, ce sont des débats qu'on a en France aussi. On n'a qu'à voir les élections à venir, entre débats au sein de la gauche. Hein. Donc, ce sont des débats qui existent là-bas aussi. Il y a des nuances aussi entre ces partis, historiques évidemment, mais aussi programmatiques. Mais en tout cas, il est évident que maintenant, le tabou arabe est tombé et ils feront partie des gouvernements, j'espère, à venir de plus en plus et prendront en charge aussi, comme d'autres, la gestion du pays. Autre surprise, David, qui, moi, m'a réellement surpris, hein, à titre personnel, c'est la montée que vérifie chaque année l'enquête de Chidouche de l'aspiration à une forme de laïcité à l'israélienne. La dernière enquête, je l'analyse dans Confluence Méditerranée, le numéro dont je parlais, que je montre ici à l'écran pour ceux qui veulent le voir. C'est proprement un saut. C'est-à-dire on a quasiment, je schématise, 2/3 des Israéliens juifs qui disent séparation de la synagogue et de l'État, liberté d'expression, égalité des différents courants du judaïsme, mariage et divorce civil, plus de transport interdit le samedi, plus de magasins interdits le samedi, etc., etc., remise en cause des pouvoirs du grand rabbinat. Enfin, on a l'impression d'une montée en même temps de la radicalité ultra-orthodoxe, avec des résultats électoraux pas négligeables, mais
d'une volonté de laïcité. Alors, d'abord, à ton avis, est-ce que cette coalition qui a l'air assez unie sur cette question, assez globalement unie, est-ce qu'elle va aller plus loin sur les différents dossiers que tu as cités tout à l'heure et que je viens de rappeler? Et deuxièmement, c'est une question un tout petit peu plus complexe. Est-ce qu'au fond, ça ne touche pas à la nature de l'État? Parce qu'on a bien compris que la loi État-nation du 19 juillet 2018 voulait un État-nation du peuple juif, avec tout ce que ça peut signifier. Mais on comprend aussi que s'il y a une séparation de la synagogue et de l'État, j'entends bien qu'elle sera progressive, bien sûr, que ce ne sera pas un beau matin que tout cela sera fait, l'État n'est plus tout à fait un État juif, d'un point de vue religieux. Écoute, l'histoire de la loi de l'État-nation contre laquelle on s'est mobilisé, comme tu le sais, n'était pas du tout une loi, et je crois que là tu te trompes dans ton interprétation, comme une loi religieuse. Non, pas du tout, bien sûr. Au sens, le terme juif est pris dans le sens national. Bien sûr. De nation. Voilà, que les Juifs ont droit, comme un peuple, comme tout peuple, à avoir leur État, nation, peu importe. Est-il nécessaire pour autant d'avoir une loi? Je pense que ce n'était pas nécessaire. Je crois que dans la déclaration d'indépendance votée en 40, votée en 48, proclamée en 48, il y avait tous les éléments suffisants pour que cet État puisse se développer. C'était le cas pendant des années, et pas besoin de cette loi de l'État-nation. D'autant que la loi dit seul le peuple juif a droit. Alors ça devenait une loi d'apartheid. Mais c'est pas une question de religieux ou pas de religieux. Qu'il y ait une majorité dans le pays, entre guillemets, pour une approche laïque, c'est peut-être encore le cas. Ça risque, compte tenu de la démographie galopante dans le milieu orthodoxe, peut-être de ne plus l'être dans les 20 ou 30 ans, puisque aujourd'hui, les orthodoxes représentent autour de 20% à peu près de la population. Je n'ai pas les chiffres. 11, excuse-moi, 11, tu vois, c'est moins que ce que je pensais, mais malgré tout, c'est une progression. Bien sûr. Et dans la démographie, dans les familles orthodoxes, peut les conduire à demain à passer à 14, 15, etc. Ça veut dire que, compte tenu de ce que l'ancien président Rivlin appelait les 4 tribus d'Israël, hein, il disait Israël, c'est 4 tribus, la tribu des orthodoxes, la tribu des arabes, la tribu des sionistes religieux et la tribu des laïcs. En gros, moi je dirais qu'on pourrait rajouter encore 5 ou 6 autres tribus, enfin encore 1 ou 2 autres tribus si on morcelle un peu ces 4-là, mais enfin ces 4-là existaient. Il est certain qu'Israël est amené à être dirigé aujourd'hui par des coalitions, représentant ces tribus qui doivent trouver des dénominateurs communs pour pouvoir avancer et diriger le pays. Il me semble qu'il y a des avancées qui ont été faites. Avec les Arabes, on en a parlé, leur participation au gouvernement est une avancée fondamentale. Avec les orthodoxes, les choses ne sont pas aussi figées qu'on ne le pense, il me semble-t-il. Alors, ce gouvernement, par exemple, a fait passer des amendements tu sais, qui sont importants. Je ne parle pas de la cache-croûte. Bon, la cache-croûte, ça c'est un point important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus avoir la mainmise du rabbinat, qui conduit à toutes sortes de corruption. Tu donnes la cache-croûte à un restaurant en échange de je ne sais pas quoi, etc. Bien sûr. Voilà, tout ça, ça a existé. Donc, il y a là-dessus des changements importants. Mais aussi, par exemple, sur le travail des orthodoxes, le retour au travail des orthodoxes. Ça, c'est très important parce que à l'époque de 48, ils étaient que quelques centaines, voire peut-être 2 ou 3 milliers à étudier dans des yeshivot, dans des écoles talmudiques. Et Ben Gurion, qui devait créer un État dans les circonstances historiques de 48, avait donc passé cet accord historique avec le rabbinat orthodoxe. Le statu quo. En gros, vous serez dispensé de l'armée. Pardon ? Le statu quo, l'accord de statu quo. Le statu quo. Vous serez dispensé de l'armée, voilà, vous irez étudier, vous aurez quelques petites subventions pour vos études. C'est une population très pauvre, il ne faut pas s'imaginer, ils reçoivent très peu de subventions. Et puis voilà, quand ils étaient quelques centaines, voire 1 ou 2 milliers, en 48, ça pouvait plus ou moins marcher. C'est plus le cas quand ils sont des centaines de milliers, comme c'est le cas maintenant, et sur le plan de l'économie du pays, sur le plan de la charge que ça impose
au pays, etc. Donc ça, les choses sont en train de bouger. Ce gouvernement, par exemple, a fait passer un accord, une loi, je crois, qui permet maintenant à un jeune de 21 ans, parce que pendant 3 ans, puisqu'ils ne vont pas à l'armée de 18 à 21 ans, les laïcs vont à l'armée, eux n'y vont pas, ils étudient, mais à 21 ans, ils ont maintenant la possibilité de demander des formations professionnelles et d'entrer dans le marché du travail. Avant, ce n'était pas le cas. Il fallait qu'ils attendent 26 ans minimum. Donc, c'est important. Il est poussé au retour du travail de ces orthodoxes. Et c'est comme ça que je pense que ça va permettre de les réintroduire dans la vie des pays. Tu sais qu'il y a une histoire marrante. Il y a quelques années, des orthodoxes qui sont entrés dans le marché du travail à un âge autour de 30-40 ans, comme adultes, quand ils sont sortis de yeshivot, etc., ils ne parlaient pas l'anglais, ils n'avaient pas ils connaissaient pas, n'avaient pas d'éléments scientifiques de base pour leur permettre de trouver un travail, et ils ont attaqué le ministère de l'Éducation nationale en disant « Vous nous avez, puisqu'on est dans des écoles religieuses, laissé aller dans des écoles religieuses, vous ne nous donnez pas la formation nécessaire pour faire face au monde moderne. » Et ils ont attaqué pour cela le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, tout en respectant leurs convictions religieuses, etc., il faut les aider à entrer aussi dans le monde moderne. Et ça, je crois que ça fait partie de son plan de travail. C'est d'ailleurs, David, un des points sur lesquels la majorité la plus forte dans l'enquête dont je parlais de Douche, c'est l'idée que le curriculum commun doit être imposé à toutes les écoles, qu'elles soient ultra-orthodoxes, orthodoxes ou d'État, de telle manière à ce que les jeunes Israéliens, quels qu'ils soient, puissent avoir un avenir. Parce que sinon, on a des jeunes qui sont complètement inadaptés à toute vie sociale normale, sans parler des vies familiales avec beaucoup d'enfants, les femmes qui s'occupent des enfants et qui travaillent en même temps. Enfin bref, beaucoup d'amis me disent qu'il y a le contraire de Baalei Tchouva, je ne sais pas comment on dit en hébreu, c'est-à-dire un mouvement de départ de jeunes orthodoxes qui ne veulent plus vivre dans ce milieu, quoi. C'est aussi quelque chose de complexe. Tout cela, quand même, je trouve, je sors un tout petit peu du sujet, pour dire que si on n'entre pas dans la complexité de la société israélienne, de ses contradictions, des problèmes qui ne sont pas que le problème entre juifs et arabes, qui ne sont pas que le problème entre arabes israéliens et juifs israéliens, mais aussi ashkénazes et orientaux, mais aussi laïcs et religieux, mais aussi pauvres et riches. Comme toute société, il y a des forces là qui doivent un jour jouer un rôle dans une solution du conflit. Il n'y a pas de solution du conflit en dehors des deux sociétés. C'est pour ça que je trouve que c'est important de réfléchir sur ces questions et je te remercie infiniment de l'avoir fait malgré la Covid. Donc, tu as les félicitations de l'IREMO pour cette participation très sympathique. Merci beaucoup à toi.